auditeurs, je suis Dr Gréwit Wissal, responsable technique et marketing de la gamme Volaille. Vous êtes bienvenus en ce podcast de MSD Santé Animale qui se passe dans une ambiance très spéciale au Caire à l'occasion du 2e congrès avicole de l'Afrique et du Moyen-Orient. J'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 invités de renom du secteur avicole marocain. معنا cher professeur Mohamed El-Houadfi qui est reconnu par sa forte contribution dans la recherche et l'éducation. Donc مرحبا بك معنا اليوم. Merci. Et d'autre part معنا docteur Mohamed Abdi Amin, vétérinaire sanitaire encadrant et qui a l'habilité aussi au contrôle des animaux d'import et d'export. Donc مرحبا بك معنا اليوم, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation et merci pour MSD Santé Animale. Merci à vous, ça fait plaisir. Donc, on va commencer notre session d'aujourd'hui par la première question au professeur Mohamed El-Houadfi, en tant que fondateur de l'association de pathologie aviaire marocaine, qui est membre de l'association avicole mondiale. Professeur, quelle est votre impression sur cette édition et aussi quel est l'impact de ces congrès régionaux sur l'industrie avicole africaine? Tout d'abord, je dois vous remercier pour m'avoir invité, pour bien donner mon avis sur ce congrès africain et pourquoi il a été créé ce congrès, comment il a été créé. Donc, c'est un congrès, c'était parce qu'avant le congrès africain, il y avait un congrès qui fait partie de l'association mondiale, c'est le congrès asiatique. En 2016, j'ai eu l'occasion d'être invité pour faire une présentation sur le H9 qui a affecté le Maroc. À ce moment-là, j'étais impressionné par ce congrès asiatique qui rassemble tous les pays de l'Asie, qui ont le même langage, même épidémiologie et tout ça. Donc j'étais impressionné par ce congrès et j'ai dit pourquoi le Maroc ne peut pas créer également un congrès régional qui rassemble les pays africains qui ont également les mêmes problématiques de maladies contagieuses. Ils ont le Newcastle également, nous avons le Newcastle, ils ont les maladies, beaucoup de maladies, nous avons également des maladies. Donc c'était l'occasion pour échange d'informations et d'expériences entre les pays de l'Afrique. C'était au début ça, c'était parce que on est tous dans le même bateau. Donc c'était échange d'informations et d'expériences, mais aussi de faire une collaboration sud-sud. Parce qu'on a toujours fait une collaboration nord-sud dans ce congrès africain. Donc on va faire une collaboration sud-sud. C'était ça l'objectif. C'est d'établir des relations, d'échange d'informations, sur des programmes de vaccination, sur des maladies qui nous intéressent tous. Donc c'était ça l'objectif. C'est pour créer cette collaboration, cet échange d'informations et d'expériences entre les pays, parce que les maladies, les virus n'ont pas de barrière. Donc un virus qui existe actuellement, par exemple au Maroc, le lendemain il sera en Algérie et vice-versa. Donc c'était ça l'objectif de ce congrès africain. Mais pourquoi, vous allez me dire, pourquoi il est devenu africain au Moyen-Orient? Parce que actuellement, pour être membre, de participer à ce congrès africain, il faut être membre il faut que les pays qui vont participer devront être membres de l'association mondiale. C'est pas World Veterinary Policy Association, l'association mondiale des vétérinaires avicoles. Donc il faut que alors, lorsqu'on a créé cela, il y avait uniquement 6 branches en Afrique. Donc 6 branches, chaque pays. Donc ça va être difficile d'organiser ce congrès-là. Donc c'est pour cela qu'on a dit. Et nous avons constaté également lors du congrès de Marrakech, il y avait plusieurs participants qui sont venus du Moyen-Orient. En Égypte, il y avait pratiquement 200 personnes qui ont assisté à ce congrès de Marrakech. Également, il y avait plusieurs collègues, la Jordanie, l'Émirat saoudien, donc des Irakiens, des Syriens,
C'est pour ça que j'ai également demandé à l'Association mondiale si on ne peut pas extendre au lieu de l'Est africain, qu'on inclut également le Moyen-Orient. Et ça a été accepté, ça a été approuvé dans le congrès qui a eu lieu dernièrement en Italie. Effectivement, ils ont accepté l'idée. Donc c'est pour ça qu'il est devenu congrès africain et Moyen-Orient. Donc la prochaine édition, elle aura lieu en Turquie. La Turquie aussi est intéressée d'intégrer le Moyen-Orient, ce qui est une bonne chose. C'est intéressant, oui, c'est intéressant. Merci. Merci professeur. Merci. J'aimerais bien poser la même question au docteur Mohamed Abdi Amin, parce que vous êtes aussi membre de l'association de pathologie aviaire marocaine et vous étiez aussi un participant clé dans l'organisation de la première édition qui était au Maroc et qui a connu un grand succès. Donc, docteur, quel retour espérez-vous voir émerger de cet événement? Tout d'abord, je tiens à réitérer mon remerciement envers vous et envers toute l'équipe de MSD pour cette invitation à ce podcast. Franchement, je suis certain que cette deuxième édition du Congrès africain and Middle East va avoir des répercussions très optimistes. Pourquoi je le dis? Car on a eu, nous, au Maroc, l'expérience de l'organisation à Marrakech du premier congrès. Il s'appelait que Congrès africain avicole. Et on a recueilli beaucoup de fruits. Je ne m'attendais pas à ça, car tous les confrères africains qui ont assisté, à l'unanimité, ils ont dit ce qu'on a vu au Maroc, ce qu'on a vu, les interventions des chercheurs et des professeurs, on a conclu que le Maroc est devenu un exemple et un modèle de l'aviculture en Afrique. Deuxième point qui m'a fait chaud au cœur, c'est un confrère ghanéen qui m'a appelé il y a un mois par téléphone et il m'a dit Amine, quand j'étais là-bas, il y avait avec moi Soumana quelque chose et il m'a dit c'est un vétérinaire qui travaille sur le développement sur le ministère de l'Agriculture ghanéen et ils ont voté pour un projet de 12,5 millions de dollars pour construire les structures pour produire chez eux 2 millions de poulets de chair par an. Et quand tu entends ça, ça fait plaisir. Deuxième témoignage, c'est un témoignage du docteur Soumana Diallo. C'est un promotionnaire malien. Nous a enseigné tous les deux. Lui aussi, il est intégré à la FAO et il est intégré au ministère malien. Il m'a dit, grâce à la participation au premier congrès, lui, il a décidé, avec le staff de l'agriculture malien, de rassembler les éleveurs et de construire ce qu'il qualifiait de PTA, c'est-à-dire poulailler traditionnel amélioré. Donc, le mot amélioré, ils l'ont eu du congrès. Tu as vu? Donc, tout est lié. Alors, ça prouve que ces rencontres scientifiques, entre scientifiques et entre politiques, c'est interne. Donc, les rencontres créent des liens et qui obligent les décideurs politiques de pondre des règlements. Et c'est très intéressant pour la province. Dans la question, j'ai senti vous voulez, quel est le retour espéré de ces rencontres? Alors déjà, l'Afrique a besoin de des retours très simples, très basiques. C'est la diminution de la précarité rurale. Et l'agriculture demande de la main-d'œuvre. Alors déjà, au Mali, PTA, c'est-à-dire poulet, il va générer de la demande de la main-d'œuvre, c'est important. Création de revenus pour la femme rurale. Et de la femme rurale en Afrique, c'est pas comme chez nous au Maroc, ça commence à se développer. Elle est très précaire, donc il va la développer. Et surtout, ces rencontres, ils vont faire sortir l'Afrique de son orphelinat avicole. C'est-à-dire, on sent, d'ailleurs, pourquoi on a ajouté Middle East, et quand on a voulu faire que
le congrès africain, il n'y a pas beaucoup de pays qui font l'agriculture. L'Afrique du Sud, il n'y a qu'à professeur. L'Égypte, c'est tout. Alors, on a fait entrer le Middle East en attendant que l'Afrique sorte de son orphelinat avicole. Et il faut toujours créer les liens entre la profession vétérinaire et la politique publique gérante. Merci beaucoup, docteur. Et je reviens vers vous, professeur Ouadfi. Donc, en tenant compte de la thématique du congrès et aussi votre intervention sur la bronchite infectieuse. Bien sûr, la thématique, c'est les maladies émergentes dans l'Afrique et du Moyen-Orient. Pouvez-vous nous donner un aperçu brièvement sur les avancées récentes dans la compréhension, le diagnostic et aussi la gestion des maladies émergentes au Maroc? Donc, je parle du Maroc. Bien sûr, l'Afrique aussi, bien sûr. Au Maroc, c'est un cas particulier. La thématique que je vais te présenter le vendredi, c'est une thématique c'est une maladie très importante, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie globalement connue qui cause énormément de dégâts, que ce soit dans les pays développés ou bien dans les pays sous-développés. C'est un virus qu'on va vivre avec. On ne va pas l'éradiquer, que ce soit l'hygiène ou bien les vaccinations. Donc on est obligé de vivre avec ce virus. Mais les vaccins jouent un rôle très important pour réduire les maladies. Mais c'est un virus qui est toujours en avance sur nous. Lorsqu'on atteint un vaccin qui est efficace, le lendemain le virus mute. Et qu'on devrait commencer pour trouver également un autre vaccin pour lutter contre cette maladie. Effectivement, cette maladie est très importante. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs sérotypes. Il y a à peu près 7 génotypes. Certains même parlent de 9 génotypes. Mais il y a un génotype qui est qu'on appelle le génotype 1. Il y a à peu près une trentaine de lignages dans ce génotype 1. Et ces lignages sont certains causent énormément de dégâts dans notre pays, que ce soit au Moyen-Orient ou bien en Afrique du Nord. Ou bien, par exemple, il y a un génotype qui est très important au Moyen-Orient, qui est très prépondérant dans tous les pays du Moyen-Orient, c'est ce qu'on appelle le variant 2 ou bien le génotype 1-23. C'est un virus vraiment qui a émergé en 1998, mais il s'est propagé en Égypte et maintenant il est partout, dans les pays du Moyen-Orient, mais aussi il a atteint même certains pays européens comme la Pologne, l'Allemagne, et récemment, même dernièrement, il a été diagnostiqué en Brésil. Donc c'est un virus où les pays du Moyen-Orient vraiment souffrent avec ce virus-là, parce que c'est un virus qui provoque des problèmes respiratoires, des problèmes rénaux. Et lorsqu'il est compliqué avec le H9, alors qu'il est présent dans ces pays-là, alors il provoque des mortalités jusqu'à 70%, 78%. Ce matin, j'étais dans une intervention en Égypte. Il y a quelqu'un qui a présenté que la mortalité normale, c'était pratiquement 25% de mortalité. 25%, c'est beaucoup comme mortalité parce qu'il y a ce problème de H9 avec l'ABI. Parce que c'est la combinaison la plus importante. Je ne sais pas combien, 30% des investigations ont montré que cette combinaison H9BI très prépondérante et cause énormément de dégâts parce qu'il y a une synergie entre les virus. Donc voilà, au Maroc, on a également la bronchite, mais on n'a pas, heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas ce génotype génotype 1-23. On a le variant 2. Donc seulement l'Égypte, malheureusement c'est un pays africain, mais il a la même épidémiologie que les pays du Moyen-Orient. Également la Libye, mais la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ils ont d'autres génotypes. Ils ont le génotype 1-13, qu'on appelle le 793B, qui est très répandu dans notre pays.
également d'autres au Maroc. Il a un autre génotype qui n'existe pas dans certains pays, comme qu'on appelle l'Italie 02, qui est présent au Maroc, mais pas en Algérie, en Tunisie. Et qu'on a trouvé un virus qui n'est pas encore classé, c'est un virus de la bronchite qui a émergé en Algérie en 2012, au Maroc 2015, et il a été diagnostiqué également en Tunisie 2016. Ça, c'est spécifique pour cette région. Il faut encore faire des investigations. Est-ce que les vaccins qu'on utilise protègent contre ce virus ou non? Ça reste vraiment à déterminer dans l'avenir. Donc voilà sur la bronchite infectieuse. Sur les maladies émergentes, donc les problèmes majeurs actuellement, c'est le H9 avec BI, et dans certains pays également l'influenza aviaire hautement pathogène, qui commence à causer beaucoup de dégâts dans certains pays, parmi lesquels malheureusement nos amis égyptiens sont en train de souffrir, sont en train de lutter avec tous les moyens pour se débarrasser de ce fléau. Donc là aussi, on a vu plusieurs interventions par les sociétés pharmaceutiques qui ont des nouvelles propositions de vaccination contre ces fléaux-là. Donc voilà. Merci beaucoup, professeur. Donc, docteur, en tant que vétérinaire sanitaire encadrant, comment voyez-vous le rôle de vétérinaire dans la mise en place des bonnes pratiques sanitaires et aussi la bonne gestion de ces maladies émergentes dans les élevages avicoles marocains? Franchement, cette vue et cette évolution, je la vois d'un œil très favorable. Mais si et seulement si les vétérinaires encadrant des structures doivent devenir des imams d'encadrement. Je m'explique. Le croyant marocain, il fait sa prière par perfection. Pourquoi? Car le imam a la loi qui est le Coran. Et il la répète chaque vendredi. Chaque vendredi, il répète. Et en répétant, la procédure devient mémorisée. Les encadrants, les vétérinaires encadrants, ont leur charte sanitaire, ont leur plan de biosécurité, ont leur plan de gestion, ont leur programme de... Et malgré ça, il y a des échecs. Et des échecs des structures très, très modernes. Alors, d'où vient ce problème? Et d'ailleurs, au niveau FISA et au niveau AMPA, on est en train de discuter avec eux pour un cahier de charge de la qualification des ouvriers. Donc, il n'y a pas de mystère. Si on veut devenir des imams des structures, on doit faire des formations continues, on doit obliger un minimum de formation pour les ouvriers. Et normalement, tu trouves un promoteur qui place des milliards de dirhams la structure et le personnel n'est pas qualifié. Donc pour moi, je vois cette évolution très favorable si les vétérinaires et la profession essayent de faire de la formation continue périodique. Et surtout, tout doit être répertorié des registres et digitalement. Comme ça, chacun sait ce qu'il doit faire. Et en répétant ces formations, par exemple, les structures que j'encadre, je fais par exemple une réunion une fois par 6 mois. Mais quand j'ai dit au propriétaire, on doit le faire chaque mois, il la trouve pourquoi? Non, Flan, c'est mieux que toi. Mais normalement, quand on rédige les registres, quand on met les centres de température sur leur place, la faute devient minime et perceptible. Merci beaucoup, docteur. Et je tiens à saluer nos confrères et nos consoeurs vétérinaires, les chercheurs aussi, les chercheuses aussi, pour leurs efforts pour garantir la santé animale et aussi l'évolution de l'industrie avicole marocaine. Professeur, étant donné l'essor considérable que la filière avicole marocaine a connu, pouvez-vous partager avec nous les progrès notables que vous avez
avez observé au cours de votre parcours professionnel impressionnant? Et comment la recherche contribué dans cette évolution? Merci beaucoup sur cette question qui trace ma carrière. Exactement. Effectivement, lorsque j'ai commencé en 1977, l'aviculture était encore à son début de développement au Maroc. On produisait moins, aux alentours de 500, 600, 700 000 poussins par semaine. Actuellement, on est à 10 millions en moyenne par semaine. Donc, c'est énorme comme développement. Au début de ma carrière, lorsque j'ai commencé, c'était au département, l'aviculture, c'était une petite unité, un petit bureau, une petite unité qui se trouve au niveau du département de pathologie médicale et chirurgicale. Donc c'était vraiment, il y avait 2 coopérants belges qui sont venus en 1975 au Maroc et il y avait un projet entre le Maroc et la Belgique pour initier le développement de l'aviculture au Maroc. Donc les Belges ils ont envoyé 2 coopérants. Ils sont arrivés à l'Institut agronomique et vétérinaire. Ils étaient installés au niveau du département de pathologie médicale et chirurgicale. Et en 1976, j'ai commencé une thèse en aviculture sous l'encadrement de M. Sadratis Azdine, qui était directeur chef de département à ce moment de pathologie médicale et chirurgicale. Et j'ai commencé comme étudiant, 6e année. Ma première tâche, ma thèse, c'était sur la lutte contre la pulorose. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de problèmes de pulorose, de mortalité des poussins, et qu'il fallait contrôler les reproducteurs, chaque poule séparément, et éliminer tout ce qui est positif. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de mortalité. C'était le problème majeur de l'aviculture, c'était comment lutter contre la pulorose. Parce que les gens achètent des poussins, le lendemain, ils perdent 60%, 70% des poussins pendant la première semaine. Donc il y avait énormément et les gens utilisaient beaucoup de traitements, ça ne doit rien de ce traitement-là. Donc il fallait commencer à initier, leur montrer une méthode comment lutter contre cette maladie. C'était par le dépistage et l'élimination de tous les sujets positifs. Donc c'était ça ma thèse de vétérinaire. À la suite, on a proposé la réglementation sur cette maladie qui est apparue en 77 minutes à la fin de ma thèse. Voilà. Après, c'était notre devoir. Au départ, c'était des petits aviculteurs. Il y avait 2 coopératives importantes, une à Rabat et une à Casa. Et ces aviculteurs importent des poussins. Et dans les bâtiments, des petits bâtiments, c'était la ferme 2000, 1500, 3000 avec des petits bâtiments, tout ça. Et il y avait beaucoup de problèmes. Les problèmes sanitaires étaient beaucoup plus l'absence de peste aviaire qui peut ravager vraiment le secteur parce que les gens ne maîtrisent pas comment vacciner. Donc au début, c'était ces missionnaires, ces coopérants. Moi, je travaillais avec eux dans ce domaine pour essayer d'éduquer. C'était la vulgarisation. On sortait dans les élevages pour leur dire voilà comment il faut vacciner, comment il faut conserver le vaccin. Et on a de la chance parce qu'à l'époque, c'était le premier laboratoire à l'Institut qui fait des diagnostics avicoles. Parce qu'il n'y avait aucun spécialiste à l'époque. Dans les années 70-80, il n'y a aucun spécialiste qui fait l'aviculture par le département de l'Institut. Parce qu'en retournant en 1981 de l'Angleterre, j'ai essayé de faire un département à part pour créer ce département de pathologie aviaire que vous connaissez. Et c'est là qu'il a commencé à être reconnu, le département de pathologie aviaire. On recevait des cas de tout le Maroc, des Agadir, Oujda, Fès, Meknès, parce qu'elle est seule qui était spécialisée. Avec la loi 81, les vétérinaires commencent à s'installer sur le terrain, ce qui est une bonne chose. Donc, et nous, on a continué à suivre la situation épidémiologique en travaillant avec les vétérinaires privés. À chaque fois qu'il y a un problème, il vient au département. D'ailleurs, c'est grâce aux vétérinaires privés, la collaboration avec eux. Parce que moi, j'avais 2 pieds.
un dans le laboratoire, un dans le terrain, sur le terrain. C'est toujours travaillé comme ça. Comme ça, je sais ce qui se passe au terrain et ce qui se passe au laboratoire. En ramenant les problèmes du terrain au laboratoire, essayer de trouver des solutions. C'est comme ça qu'on a diagnostiqué, par exemple, pour la maladie de Gumboro, la forme très virulente, le métapneumovirus qui a travaillé sur laquelle, c'était en 1987. Encore là, pour la bronchite, c'était un autre, parce qu'on a isolé le génotype 1.13, c'était le premier virus de ce virus. Il n'a pas été isolé en Angleterre, mais au Maroc. D'ailleurs, si vous voyez la classification de Valastro, qui classe les virus de la bronchite infectieuse, le prototype du sérotype 781, c'est le Moroccan J. Donc, voilà, on a contribué. À chaque fois qu'il y a un problème, on essaie de trouver des solutions au niveau du laboratoire et de répondre aux besoins du terrain avec les créations de la part pour améliorer un peu. Alors, donc, le département de l'agriculture a suivi l'évolution du secteur avicole. Donc, ils étaient partenaires entiers des vétérinaires privés et du secteur avicole. Donc, il faut connaître que le développement du secteur avicole aussi a connu deux phases. La première phase, avant 1995-1996, l'État ne s'intéresse pas, notre gouvernement ne s'intéresse pas à l'agriculture. Les œufs aussi, on a atteint jusqu'à 200 œufs par habitant par an, alors qu'on était aux alentours de 100-120. Donc il y avait un progrès énorme pendant les 20 dernières années dans le secteur agricole. Et actuellement, on est à 10 millions de poussins, on est à 6 milliards de consommation. Et je pense que le secteur va continuer à se développer. Parce qu'avec les sécheresses que nous avons, avec le problème de manque d'eau pour développer l'élevage laitier ou bien l'élevage de bovins ou l'élevage ruminant. Donc, à mon avis, on est en train maintenant de voir la tendance qu'on va pas retourner, donc on va continuer à importer de la viande rouge. Donc, on est obligé de développer davantage le secteur avicole. Donc, on est obligé, c'est une tendance inévitable. Donc, le secteur avicole va se développer de plus en plus au Maroc. Mais il faut un peu d'organisation, parce que malgré la loi 49-99, on a encore des failles qu'il faut combler, qu'il faut essayer de surmonter. Il y a encore des problèmes à surmonter. Docteur, on vient de parler sur l'évolution de l'industrie avicole et on sait très bien que ce n'était pas évident d'arriver à ce stade. Donc il y avait un travail énorme. Et pouvez-vous nous parler sur les défis majeurs auxquels la profession vétérinaire fait face et quelles sont les opportunités possibles pour offrir des nouvelles perspectives de croissance? Franchement, l'aviculture marocaine, ces dernières décennies, a fait un développement considérable. La preuve, les statistiques que vient de donner le professeur, on passe de 8 kg à 200 kg, de 100 œufs à 10, ça prouve qu'il y a eu un développement considérable de l'aviculture marocaine à l'échelle nationale. Je vois l'aviculture marocaine en deux périodes. Il y a la période avant 2007 et la période après 2007. Avec la mise en application de la loi 49-99. Franchement, l'aviculture a démarré d'une façon exponentielle grâce à cette loi et ses arrêtés. Mais le Maroc maintenant, il veut passer à un autre stade qui est la perfection de l'aviculture marocaine à l'international. Et pour ça, on a un défi à surmonter. Et le thème de ce défi, c'est que le Maroc actuellement, l'aviculture, عنده الاكتفاء الذاتي الحمد لله. خاصنا غير نديوه في لي ميديكامون بحال كورونا وداك الشيء باش نوليو هادي. مي هذا الاكتفاء الذاتي عندنا. مي دابا le thème de la perfection à l'international, c'est arriver à importer et exporter, soit en Afrique, soit en Europe, notre viande blanche, vivante ou abattue. Et pour faire ça, c'est vrai, il y a des défis à surmonter, car la filière à l'international a besoin
a beaucoup de besoins. Il a des besoins de survie, il a des besoins sécuritaires, il a des besoins d'appartenance, de reconnaissance. Donc, pour extérioriser ce potentiel à l'international, on doit voir les failles. Et ces failles, d'où viennent? Les failles, l'aviculture marocaine, elle est auditée par l'Europe. C'est la FAO qui ont fait avec nous la réunion, docteur, l'autre fois. C'est qui? Il y a une commission qui est venue faire une audit. Et ils ont fait des remarques. Ou les remarques qu'ils ont fait, ce sont des remarques pertinentes, surtout la distribution, la transformation. Et ils ont visité des abattoirs. Alors, ils ont vu comment on travaille. Ils nous ont noté 12 sur 20. Mais pour eux, pour que l'Européen mange, on doit être 20 sur 20. Donc, c'est ces défis qu'on doit faire. Et pour nous, les vétérinaires, on doit inculquer à l'éleveur que la structure, c'est pas la construire aujourd'hui, c'est la maintenance. La maintenance doit être les points les auditeurs qui me sont la maintenance. Alors, on doit le former la maintenance du génie civil, tout ce qui est technique et la formation des ouvriers de ses partenaires. Mais je crois, c'est déjà actuellement, alhamdoulilah, on exporte en Afrique le vivant. Si on arrive à créer le socle socio-économico-sanitaire à l'international, je crois, Inch'Allah, on a beaucoup de marché devant nous. Et l'aviculture marocaine va travailler dans le cadre, avec nos partenaires africains, dans le cadre de win-win. Ce n'est pas que nous. Gagnant-gagnant. Merci beaucoup, docteur. Il est clair que le travail acharné, l'engagement et aussi surtout le travail collaboratif entre les vétérinaires, les chercheurs, les boîtes pharmaceutiques et tous les acteurs de l'industrie avicole est la clé pour assurer, pour garantir l'évolution et le développement. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, professeur Wadfi, docteur Mohamed Abi Amin, ça fait un énorme plaisir. Franchement, merci infiniment. Et restez à l'écoute pour plus de sujets pour notre prochaine épisode, Inch'Allah, et à très bientôt.